Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Et notre invité ce midi, c'est Cynthia Léjard, membre du gouvernement en charge de la fonction publique, du logement et de la sécurité routière. Bonjour. Bonjour. Et merci Cynthia Léjard d'avoir accepté votre invitation au pied levé, il faut le dire, puisque c'est le président de la province sud, Philippe Michel, qui devait être notre invité ce midi, mais il nous a fait faux bond. Son secrétariat nous a prévenu à 11h ce matin que pour des raisons personnelles, il ne pourrait pas être là ce midi. Merci donc d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir. D'autant plus que vous faites l'actualité avec la sécurité routière, thème éternel en Nouvelle-Calédonie. Vous lancez une nouvelle opération cette semaine. Vous y croyez à un changement des mentalités, à un accroissement de la sécurité sur les routes de Nouvelle-Calédonie ? Je crois que une meilleure sécurité sur nos routes passera obligatoirement par un changement de comportement et de mentalité. Parce que, tout le monde le sait, on ne pourra pas mettre un policier ou un gendarme derrière chaque conducteur. Il suffit de faire la route. Encore quand vous êtes dans Nouméa, vous pouvez être suivi par des gendarmes ou des policiers assez facilement. Mais dès que vous sortez de Nouméa, dès que vous allez en brousse, vous vous rendez bien compte qu'on ne peut pas couvrir les kilomètres de route par des gendarmes. Mais tout de même, en restant prudent, on a l'impression que les choses vont mieux, entre guillemets. En tout cas, les chiffres sont meilleurs. Si on prend uniquement les chiffres, il y a moins de morts aujourd'hui sur la route qu'à la même période de l'année dernière. Alors bien sûr, ça peut changer, ça peut s'aggraver. Est-ce que déjà il y a un effet ? Alors, d'abord, malheureusement, ça ne veut rien dire, puisque, par exemple, sur 22 morts que nous enregistrons à l'heure où nous parlons depuis le début de l'année, 17 ont pour cause première une conduite en état d'ivresse. Donc, ça montre bien que la première cause de mortalité sur nos routes reste toujours l'alcool. Du coup, si je dois tirer un bilan des actions de sécurité routière, imaginons que nous arrêtions les actions aujourd'hui, le bilan serait tristement un constat d'échec. Alors évidemment, nous n'allons pas nous arrêter, donc je préfère considérer qu'il s'agit d'une évolution très lente à se mettre en place, mais nous allons continuer avec les partenaires, les associations, les forces de l'ordre, la justice, etc., à tout mettre en œuvre pour une meilleure sécurité. D'autant plus que d'après les derniers chiffres qui avaient été rendus publics par l'état-major de sécurité, il y a moins de morts, mais il y a plus d'accidents et plus de blessés. Oui, c'est ça. Et puis surtout, encore une fois, le nombre de morts, s'il varie, c'est, je dirais, uniquement par chance. C'est le facteur chance qui fait la différence. Ça n'est pas l'évolution du comportement. Et donc, tant que les Calédoniens ne comprendront pas que prendre la route après avoir bu, c'est dangereux, pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres, eh bien, on n'y arrivera pas. Parce que le premier facteur, c'est l'alcool, aggravé par, du coup, le non-port de la ceinture de sécurité et une vitesse excessive. Et boum, on a le tiercé gagnant, ou le tiercé perdant. Enfin, mais il y a déjà des tas de campagnes qui ont été lancées, notamment sur le port de la ceinture de sécurité, sur l'alcool au volant évidemment. Pourquoi est-ce que ça prend pas ? Et est-ce qu'il faut se donner 20 ans, une génération, ou est-ce que vous pensez qu'on aura des résultats avant ? Il faut d'abord souligner que les politiques de sécurité routière ont commencé il y a déjà pas mal d'années en Nouvelle-Calédonie. Le premier plan de mémoire date de 2008. Et puis avant, il y avait des actions de toute façon. C'est-à-dire, le monde n'a pas commencé avec le plan actuel de sécurité routière. Donc la question, effectivement, c'est pourquoi ça ne produit pas plus d'effets. Alors, je crois c'était un énorme chantier. Il y avait un travail à faire sur les infrastructures routières, un travail sur la réglementation, augmenter la répression, augmenter l'éducation, les mesures d'apprentissage à l'école en matière de sécurité routière, et puis, évidemment, changer les comportements. Sur tous les plans, on a lancé les chantiers. Et par exemple, en matière d'éducation, aujourd'hui, on sait que sur les très jeunes, ça fonctionne bien. Les gamins sont ravis de passer le permis piéton, et pas seulement contents, mais ça les responsabilise. Et ce sont eux aujourd'hui qui deviennent des prescripteurs de sécurité pour leurs parents. Donc ça, c'est important. Mais ça va prendre effectivement une génération. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est que par exemple, les moins de 25 ans ont le réflexe capitaine de soirée. Alors, il reste, je dirais, les vieux comme nous, qui gardent leurs mauvaises habitudes. Et donc là, nous devons aussi faire ce travail. Et puis bon, les 25-34 ans qui sont les premiers morts sur la route, eux, effectivement, il y a un gros travail à faire. Mais encore une fois, donc, nous sommes tous concernés, quel que soit notre âge, et quel que soit notre sexe d'ailleurs. Alors, vous parliez des plans qui ont été lancés. Le dernier, c'est 2014-2018, un plan quinquennal. Quelles étaient les mesures essentielles et est-ce qu'on arrive en 2018 ? Est-ce que finalement, il a quand même produit un certain nombre d'effets ? Alors, parmi les mesures essentielles, il y en a une pour l'instant qui n'est toujours pas mise en place, mais qui était la première mesure du premier axe, qui était le contrôle technique obligatoire périodique.
sur tous les véhicules. Ce texte, vous le savez, est en panne sur le bureau du Congrès depuis déjà plusieurs mois. Bon, j'imagine que si cette mesure avait été placée numéro 1 du premier axe, c'est qu'elle représentait une certaine importance aux yeux des concepteurs du plan. Mais bon, donc ça, c'est pas fait. Donc vous attendez que le Congrès maintenant, je m'en remets à la sagesse des élus du Congrès. Mais le texte est prêt, il est adopté. Il est prêt, avec les remarques qui nous étaient remontées du terrain, notamment à travers des manifestations. On avait proposé des amendements, de façon à ce que justement on puisse mettre quelques garde-fous, notamment sur le prix des pièces détachées, des choses comme ça. Mais pour l'instant, voilà, je dirais, le Congrès à la main. Moi, j'attends et je reste à disposition, bien sûr. Mais bon, ça, c'est pour rappeler quelque chose qui est en panne et qui ne sera donc pas abouti. En revanche, on a grosso modo mis en œuvre 75% de l'ensemble des propositions qui étaient prévues dans le plan. Les plaques d'immatriculation, dont j'imagine qu'on va reparler. On va y revenir. Voilà, font partie aussi, la normalisation fait partie des mesures prévues par le plan quinquennal. Mais au-delà de ça, vous avez eu l'année dernière la mise en place de la tolérance zéro chez les jeunes conducteurs. Vous savez, en matière d'alcool, il y a tout un train de mesures, le durcissement des sanctions, la mise en place d'apprentissage du code de la route, des codes de conduite dans les collèges. Le lycée, c'est pas encore mis en place, mais dans les collèges, ça y est, c'est fait. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les gamins, dans leur parcours d'enseignement, entendent parler de sécurité routière depuis la maternelle jusqu'à la 3e et bientôt jusqu'en terminale. Donc, a priori, ça devrait porter ses fruits. Donc, on a fait quand même pas mal de choses. Il y a aussi toute la politique de lutte contre l'alcool, alors qui dépasse la sécurité routière, mais qui là a été adoptée par le Congrès, pour le coup. Est-ce que ça vous paraît suffisant et est-ce que ça va permettre, là aussi, de modifier les comportements ? Alors... suffisant, j'aimerais que ce soit suffisant. Nécessaire, en tout cas, ça l'est sans aucun doute, même si ça n'est pas populaire. Après, je vais m'occuper de ma partie, d'accord ? Moi, je ne suis pas en charge de la santé, je suis en charge de la sécurité routière. Je ne dis pas aux Calédoniens, ne buvez pas. Je leur dis, ne conduisez pas lorsque vous avez bu. Voilà. Je ne demande pas grand-chose. Je dis juste, voilà, vous avez bu, vous ne buvez, vous ne conduisez pas. Vous trouvez une solution alternative, vous dormez sur place, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne vous mettez pas en danger sur la route. Parce que c'est mon job. Je ne suis pas en train de vous parler de la santé d'une façon générale. Mais une fois qu'on a dit ça, la question qui se pose, c'est pourquoi, alors que tout le monde sait aujourd'hui, au fin fond de la Calédonie jusqu'à Nouméa, tout le monde sait que conduire lorsqu'on a bu, c'est interdit. Et que c'est dangereux. Bon, tout le monde le sait. Pourquoi, malgré tout, est-ce qu'on prend le volant ? Et donc, du coup, j'ai demandé qu'une étude soit menée pour comprendre ces motivations. Est-ce qu'on prend le volant parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de gendarmes, donc un sentiment d'impunité ? Est-ce qu'on prend le volant parce que finalement, on est dans la provocation ? Je suis tout puissant, plus fort que tout le monde, moi je peux conduire, je suis un caïd. Est-ce qu'on prend le volant parce que finalement, on est quelque part un peu suicidaire ? Voilà, pourquoi ? Qu'est-ce qui va mener cette étude c'est un cabinet. Sur un plan sociologique, en fait. Oui, voilà, c'est ça. L'idée, c'est de comprendre. Et alors là, je veux surtout pas qu'on se cantonne à un public. Genre, en général, on dit, faut voir pourquoi les jeunes conduisent en ayant bu. Non, moi, je veux savoir pourquoi le Calédonien conduit lorsqu'il a bu. Oui, parce qu'encore une fois, ça concerne effectivement tous les âges. Oh oui. Un autre problème dont on a beaucoup parlé, dont la métropole a beaucoup parlé, c'est celui de la vitesse au volant. Donc vous le savez, en métropole, les routes à 90 km/h sont passées à 80 km/h depuis le 1er juillet. Est-ce que c'est envisageable en Nouvelle-Calédonie de baisser la vitesse et est-ce qu'il faudrait ? La vitesse, c'est aussi une cause d'accident, non ? Oui, excusez-moi, ça me fait toujours sourire. Manifestement, oui. C'est une demande récurrente de la part de l'État et du représentant de l'État, en fait. Régulièrement, il me sollicite pour que j'envisage de baisser la vitesse à 90 sur la RT1 et de mettre en place un permis à points en Nouvelle-Calédonie. Régulièrement, je lui réponds que la cause première de la mortalité sur nos routes, c'est l'alcool, que baisser la vitesse, ce sera effectivement peut-être un jour quelque chose à envisager, mais encore faut-il qu'en attendant, on soit en mesure de faire respecter les limitations de vitesse actuelles, ce qui n'est pas toujours le cas, donc peut-être un effort à faire de ce côté-là. Et s'agissant du permis à points, je préfère travailler pour l'instant pour faire en sorte que l'ensemble des conducteurs calédoniens aient leur permis, avant d'envisager de restreindre d'une quelconque façon le fameux permis. Donc c'est vraiment un point de désaccord entre l'État et moi là-dessus. Vraiment, je crois là faire preuve de réalisme. Voilà, je suis souvent sur les routes.
quelqu'un qui est sobre, qui conduit une voiture en bon état, qui a sa ceinture de sécurité et qui respecte la limitation de vitesse actuelle, ne se met pas en danger. Donc c'est pas celui-là qui se tue sur la route. Donc passer de 110 à 90 sur la VDE, pour l'instant, c'est hors de question, c'est inenvisageable. En tout cas, tant que je serai en charge du secteur, je ne porterai pas un projet comme celui-là. Et je me demande si les promoteurs locaux de cette affaire ne le font pas un petit peu par imitation. Alors justement, on a vu en métropole, encore une fois, que c'est toujours impopulaire de prendre des mesures de lutte contre la sécurité routière. On a vu que le Premier ministre Édouard Philippe encaisse assez durement le fait que vous voulez passer à 80 km/h. C'est quelque chose qui vous inquiète, qui vous préoccupe? Vous dites que vous êtes forcément dans un secteur où les mesures que vous allez prendre ne vont forcément pas plaire. Vous savez, c'est un petit peu comme la lutte contre l'alcool, d'une façon générale, par exemple. On est tous à dire, c'est terrible, les morts sur les routes, machin, tout ça, faut faire quelque chose. Mais à partir du moment où la mesure va nous toucher, nous, dans notre vie quotidienne, on le vit très très mal. Je vais prendre un exemple. Le téléphone au volant, c'est interdit, vous le savez. Oui, je le sais. Bon. Et donc, aujourd'hui, si vous vous faites prendre... Et donc, je ne téléphone pas au volant. C'est très bien. C'est très bien parce que moi, je vois encore de nombreux conducteurs qui téléphonent au volant. Et pourtant, ils savent que ça va leur coûter 15 000 francs désormais. Donc, c'est vrai que c'est impopulaire. Et en général, quand je me trouve maintenant, y compris dans le cercle privé, je me fais littéralement agresser sur la question. Alors, les plaques d'immatriculation, les 15 000 francs pour le téléphone et tout. Je leur dis, non mais attendez, vous voulez quoi? Vous voulez continuer? Alors, si vous voulez, on fait rien. Mais dans ce cas-là, il faut arrêter de se plaindre du nombre de morts sur la route et ça devient n'importe quoi. Voilà. On peut aussi décider de ne rien faire. Alors, certains me disent, finalement, est-ce qu'on verrait la différence? Alors, sur le court terme, peut-être pas, mais sur le long terme, je pense que oui, on verrait la différence. Et donc, c'est vraiment, je reviens à l'opération Ruban Rouge dont on a parlé au tout début, je pense que c'est véritablement en travaillant sur le comportement, sur la responsabilité individuelle dont chacun est porteur, qu'on pourra améliorer les choses collectivement. Un ruban rouge, je sais, il s'agit d'accrocher un ruban sur son rétroviseur pour montrer qu'en tout cas, on prétend qu'on veut bien conduire. On affirme qu'on veut bien conduire. Accrocher le ruban rouge à son rétroviseur, c'est montrer aux autres qu'on s'engage dans une démarche de bonne conduite. Va de pair avec le rétroviseur, l'accrochage d'un petit ruban rouge aussi sur sa clé de contact. Et là, c'est pour soi-même, pour avoir le réflexe. Imaginez, vous êtes à la sortie vous êtes en deux sorties, un petit peu en goguette, et donc vous attrapez les clés de votre voiture, vous voyez votre ruban rouge, et là vous vous dites, ok, combien de verres? Bon, non, j'appelle un taxi, ou non, je dors sur place, voilà. On va en venir aux plaques d'immatriculation. C'était le grand sujet. Alors, c'était prévu dans le plan, mais manifestement, ça avait un peu échappé à tout le monde. Il a fallu que ce soit adopté par le gouvernement pour que ça crée un certain nombre de réactions. Alors, expliquez-nous d'abord peut-être pourquoi est-ce qu'il faut changer les plaques d'immatriculation. Oui, alors peut-être d'abord, il a fallu on a attendu l'arrêté de mise en œuvre par le gouvernement. Parce que juste un tout petit peu d'histoire quand même. Donc ce texte prévu par le plan quinquennal, présenté donc travaillé par les services de longue date, avant même que je prenne le secteur en charge, présenté en collégialité au gouvernement, adopté à l'unanimité par le gouvernement, présenté en commission au Congrès, adopté à l'unanimité par le Congrès, et donc plusieurs mois plus tard, parce qu'il nous a fallu plusieurs mois pour mettre au point l'arrêté, plusieurs mois plus tard, l'adoption de l'arrêté. Mais l'arrêté, c'est la mise en œuvre, c'est le point final. Le texte, il a été adopté par les élus de la Nouvelle-Calédonie à l'unanimité. Manifestement, ça avait échappé à peu près à tout le monde, quoi. Ah bah écoutez... les gens ont l'air de le découvrir aujourd'hui. Oui, j'en suis un peu désolée parce que, en plus... Il me semble, je me souviens plus exactement de comment ça avait été formulé, mais ce texte-là a fait partie d'un ensemble de textes relatifs à la sécurité routière qui nous ont valu une séance quasiment dédiée au Congrès. Vous y étiez, vous en aviez fait le rapport d'ailleurs, et l'ensemble des textes avait été adopté à l'unanimité. J'avais remercié mes collègues d'ailleurs de leur sens de responsabilité et de courage parce qu'on savait que les mesures seraient impopulaires. Bon, je regrette un petit peu aujourd'hui qu'au moment où ça commence à tabasser, je me retrouve un petit peu toute seule en morne pleine, mais bon, c'est le jeu. Alors après, l'utilité. Voilà. L'utilité de ces Donc maintenant, plaques. il faudra que ce soit des lettres et des chiffres noirs sur fond blanc. Voilà. Et la plupart des voitures en Nouvelle-Calédonie, vous avez dû remarquer dans les rues, c'est l'inverse. Absolument. Aujourd'hui, nos plaques sont le fond noir et les lettres blanches. Et demain, dans un an, il faudra que le fond soit blanc réfléchissant avec les lettres noires. Toutes les questions qui sont posées par les protestataires, on va dire, nous les avons posées nous-mêmes, l'équipe, au service qui avait travaillé le texte.
au moment avant de le proposer à l'adoption. Parce qu'évidemment, moi aussi, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qu'ils nous font, quoi ? Qu'on travaille sur une écriture normalisée. Parce que vous avez vu, aujourd'hui, c'est un petit peu tout ce qu'on veut. Donc, on travaille sur une écriture normalisée, ok, ça tombe sous le sens, c'est quand même plus facile. Mais après, pourquoi changer de couleur ? Et là, c'est vraiment à la demande des forces de l'ordre, parce que il s'agit de mieux repérer les véhicules. Et ça peut être... Alors, comment ça participe à la sécurité routière ? Eh bien, ça participe à l'amélioration de la sécurité routière, notamment par le repérage. Aujourd'hui, je vais prendre le cas de Nouméa, quasiment un Nouméen sur deux s'est déjà fait voler son véhicule. Eh bien, la vitesse, le temps qu'on prendra à repérer ce véhicule, c'est peut-être ce qui permettra d'éviter qu'il cause des dégâts et qu'il finisse ensuite brûlé dans un ravin. C'est pour détecter, notamment pour détecter les véhicules volés. C'est une question d'amélioration de la sécurité et pour les forces de l'ordre, s'agissant, alors là on va reparler de répression, là aussi, ça va permettre un meilleur traitement, un traitement plus facile et plus efficace du relevé des infractions. Parce qu'en C'est-à-dire que les radars ne peuvent lire que ces plaques-là, en fait. Ils peuvent mieux lire ces plaques-là. Et donc, c'est beaucoup plus compliqué. En fait, avec ces plaques-là, il sera beaucoup plus compliqué d'échapper au contrôle radar. Bon, ça va pas être très populaire. Ah, mais c'est pas populaire. Mais vous savez, j'ai conscience que c'est pas populaire. Bien entendu. Mais attendez, moi non plus, ça me fait pas plaisir de devoir dépenser 5 000 francs ou 4 000 francs pour aller changer mon jeu de plaques. Je trouve que, bon, quelquefois, je me dis, attends, moi, je suis une bonne conductrice, il y aurait peut-être mieux à faire. Mais en même temps, encore une fois, c'est tout un ensemble. C'est-à-dire que, oui, on remet de l'ordre, on met de la rigueur, voilà. Donc, et alors, la question qui a été posée hier par les professionnels de l'automobile, est-ce que ça peut pas être fait, les professionnels du transport, est-ce que ça peut pas être fait progressivement ? Est-ce qu'il faut que tout le monde, d'ici mars prochain, change ses plaques ? Alors, en fait, initialement, on avait prévu une mise en œuvre sur 3 ans. Et il a été proposé par des élus que ce soit rapporté à 1 an, parce que en gros, d'abord c'était possible pour les fournisseurs, et ensuite au moins comme ça, en 1 an c'est bouclé et on peut passer à la phase suivante. Vous savez, c'est pas. Je voudrais juste revenir sur le prix. Aujourd'hui, le prix d'un jeu de plaques c'est 2 800 francs et la pose c'est 1 500 francs. Bon, évidemment, si on cherche un peu, si on ne va pas chez le premier venu, parce que bon. Mais en tout cas, grosso modo, pour moins de 5 000 francs, pour 4 300 francs, vous faites changer votre jeu de plaque. Si vous êtes un peu bricoleur, puis c'est pas la mer à boire non plus, c'est 2 800 francs et vous mettez 2 rivets, quoi. On achète les plaques et on les pose quand même. Et pour être sûr que, justement, il n'y ait pas un effet d'aubaine et que ça ne dérape pas, le gouvernement, les services du gouvernement travaillent sur un encadrement des prix, des plaques d'immatriculation jusqu'à la fin de la mise en œuvre de la mesure. Donc, si j'ai un conseil à donner aux conducteurs calédoniens, c'est n'oubliez pas que vous avez jusqu'en mars, donc attendez que l'encadrement des prix ait été adopté, et ensuite, allez faire votre achat. Mais il ne faut pas le faire au dernier moment non plus, parce qu'il risque de plus y avoir de plaques ou... Écoutez, j'imagine que les fournisseurs sont capables de s'organiser. Après, voilà, c'est pas la première fois qu'on change des choses en Calédonie. Hein. Alors, parmi les récriminations, il y a aussi, oui, on fait des tas de mesures comme ça, mais en fait, c'est l'état des routes qui est responsable des accidents, des problèmes. Est-ce que ça fait partie également des plans, des projets d'améliorer le réseau routier calédonien ? Alors, les infrastructures routières, c'était un problème il y a environ une 15aine d'années. C'était vraiment un problème. On a fait d'énormes progrès de ce côté-là en 15 ans. Il reste encore des points noirs qui sont assez clairement identifiés. On a notamment un point noir au col de la Pirogue. On a un point noir un peu plus loin au nord de Boulou-Paris. Des endroits où les infrastructures routières méritent d'être reprises. Mais globalement, même quand on va jusque dans le nord, il y a la fameuse plaine des Gaillacs, mais on avance, on progresse. Mais quel que soit le réseo, globalement, il n'est pas mauvais. Vous savez, moi, j'étais encore à Poindimier la semaine dernière. Je suis passée par le col des Roussettes, qui est dans un état vraiment remarquable. Et je suis remontée le long de la côte Est. Là, franchement, on fait la route du point de vue des infrastructures, on est en totale sécurité, je dirais. Il y a encore des points à améliorer pour les motards, notamment. Sans doute des choses à faire. Et puis, je crois qu'il faut qu'on continue avec les créneaux de dépassement. Aujourd'hui, il y a le 3e qui est en cours de réalisation au sud de Moindou. Je pense que ça, c'est vraiment sur le réseau RT1, en tout cas côté côte ouest. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être multiplié parce que, pour le coup, ça permet d'adopter une conduite différente. Vous êtes derrière un camion à 60 à l'heure. Au lieu de doubler n'importe où, vous savez que vous avez un créneau de dépassement dans 3 km, c'est bon, quoi. Vous pouvez attendre 3 km, vous n'allez pas mourir. Enfin, on espère.
Le plan actuel, donc on le disait, 2014-2018, on arrive au terme. Vous allez lancer un nouveau plan à partir de 2018. Est-ce qu'il est prêt? Et alors, quels vont être les axes? Alors oui, on lance un nouveau plan. Il sera sur 3 ans. Et non, il n'est pas prêt parce que nous allons le travailler avec l'ensemble des partenaires et nous allons solliciter les Calédoniens aussi pour ce faire. L'idée, c'est que ce soit vraiment quelque chose qui se fasse vraiment dans la concertation. Donc, nous commencerons à y travailler le 9 août avec des rencontres actions de la sécurité routière, au cours de laquelle nous aurons des invités qui viendront de Nouvelle-Zélande, d'Australie et de métropole pour témoigner, pour apporter. Donc, on va faire du benchmarking, quoi. On va regarder ce qui se passe un petit peu à l'extérieur. On aura des tables rondes ensuite avec eux ce jour-là, après leur témoignage. Et ensuite, nous, on va décliner sur 3 dates. Une date en province sud, une date en province nord et une autre en province des îles, pour travailler, là, sérieusement, avec les acteurs locaux, enfin, plus rentrer dans le détail. Et enfin, on aura une séance de reconstitution le 13 septembre, de façon à ce que de ces travaux émerge le futur plan. Je peux vous dire déjà que la priorité des priorités, ce sera le permis de conduire. C'est-à-dire que tout le monde ait un permis de conduire en Nouvelle-Calédonie. Que tout le monde ait un permis de conduire. Que tous les conducteurs en aient un. Voilà, que tous les conducteurs en aient un, ça serait déjà un progrès. Mais aussi se poser la question de quel permis de conduire, de comment on l'enseigne, de quelle modalité pour le passer. Enfin, voilà, vraiment questionner le permis de conduire. Ce sera un plan quinquennal, encore une fois? Non, triennal. Triennal parce que ce qu'on a remarqué, enfin moi en tout cas, les partenaires sont d'accord avec moi, ce qu'on a remarqué, c'est que sur 5 ans, on se rend compte que certaines des mesures qu'on trouvait tout à fait judicieuses en 2014 manque un peu de pertinence 5 ans après. C'est un peu du hors-sol, quoi. Donc on va essayer de rester collé à la réalité. Sur 3 ans, on a plus de chances. Ça évolue plus vite qu'on pouvait le penser. Et ça nous amène à parler de l'avenir, un plan triennal. Dans quelques mois, vous êtes bien sûr, on le rappelle, membre du Rassemblement Les Républicains. Dans moins de 4 mois, 3 mois maintenant, il y a le référendum du 4 novembre. Est-ce que vous êtes impliqué dans la campagne du non et sous quelle forme? Bien sûr que je suis impliquée, parce que je crois que c'est très très important. D'abord que chacun de nous soit impliqué, et ensuite qu'on fasse du prosélytisme là en la matière. Vraiment, alors sous quelle forme? Eh bien, sous la forme qu'on avait évoquée au sein du parti, c'est-à-dire que chacun de nous est porteur du message, et évidemment que j'aille au marché, que j'aille faire mes courses, que je sois chez des amis ou n'importe quoi, dès que l'occasion se présente. Eh bien, s'il y a matière à discuter, on discute. Et puis surtout, à chaque fois que c'est possible, en fait, je fais savoir aux gens que je connais que je suis disponible pour répondre à leurs questions, parce que le plus souvent, c'est pas la question du non ou du oui qui est le fond. C'est mais que va-t-il se passer? Puis comment fait-on? Et puis pourquoi? Et enfin bref. Donc ce sont des questions autour et des inquiétudes. Donc je propose à tous les gens que je connais de me mettre à leur disposition. Et donc quelquefois je vais chez des gens. On est 3, 4. Voilà, c'est des réunions. Enfin c'est de la dentelle. Hein. C'est vraiment. Ce sont des toutes petites réunions, quelquefois on est 10, mais de toute façon, j'aime pas quand on est plus de 10, parce que ce que j'ai remarqué, c'est que passé un certain nombre, tout le monde ne s'exprime pas. Or, sur ce sujet, je crois qu'il est très important que chacun puisse exprimer ses doutes, ses peurs, ses questionnements. Qu'il y a un dialogue. Le Rassemblement qui prône un non massif, alors bon, ça a été critiqué par certains. C'est quoi un non massif et dans quel but? Est-ce qu'un non ne suffit pas, finalement? Non, un petit non ne suffirait pas. Ça ne peut pas suffire. Vous savez, vous savez très bien que le Rassemblement s'est engagé depuis tellement longtemps déjà. Enfin bon, je mets de côté l'engagement initial, mais depuis 2010, on a multiplié les initiatives pour éviter de se trouver devant cette situation binaire, comme l'a rappelé le Premier ministre. On a vraiment tout fait pour ça. Et pour que, justement, ensemble, nous évitions aux Calédoniens de se trouver devant ce choix. Ce choix, finalement, nous a été imposé. On l'a subi. Mais, encore une fois, on l'avait assez dit, si on ne voulait pas de ce référendum, c'était juste pour éviter que les Calédoniens se retrouvent à s'élever les uns contre les autres. C'était pas parce qu'on avait peur du résultat. Et donc, maintenant que nous sommes contraints d'y aller, bien sûr qu'il faut un non massif. Et qu'est-ce que c'est un non massif? C'est d'abord une vraie participation. D'abord que chacun, là aussi, se sente concerné. Il sera toujours temps de partir en vacances, il sera toujours temps de partir à la pêche. Là, ce qui compte, c'est notre avenir. Et donc, ce message, particulièrement pour les loyalistes,
Parce qu'effectivement, tout le monde dit on va gagner. Alors d'abord, moi j'aime pas ça. Enfin, je veux dire, dans un référendum, on gagne pas, quoi. Enfin, c'est pas la logique que nous voulions, c'est pas la logique des accords, c'est pas la logique calédonienne depuis 30 ans. Mais bref, on va remporter, le non va l'emporter. Tout le monde en est convaincu. Du coup, ça risque d'être une raison pour ceux qui sont un petit peu nonchalants, de plutôt partir à la pêche en se disant les autres vont faire le boulot pour moi. Eh bien non, chacun doit venir voter parce que chaque voix va compter. Donc d'abord une participation importante, une vraie participation, et ensuite une vraie différence entre le non et le oui. J'ai rencontré au cours des jours passés, là, que je commence à bien sillonner le terrain, il m'est arrivé à plusieurs reprises de rencontrer des gens qui m'ont dit « Mais moi, je suis indépendantiste, mais je ne veux pas de l'indépendance. Donc mon vote sera sûrement différent pour le référendum et pour les futures élections provinciales. » Donc c'est ces gens-là. J'aime bien ça. C'est ces gens-là que vous voulez convaincre. Ah bah oui. Alors, on vous accuse, au travers de l'appel à un non massif, au travers du refus de participer au groupe de dialogue, de radicalité aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment que le Rassemblement est devenu un parti radical ? On vous renvoie dos à dos avec le Parti travailliste, en gros. Et si je ne me trompe pas, le donneur de leçons qui nous renvoie dos à dos, c'est Philippe Gomès, c'est ça ? Ah, vous suivez bien l'actualité. Oui, j'essaye, c'est mon job. Écoutez, je crois qu'il ne faut pas confondre radicalité et conviction. Mais c'est vrai que quand on ne connaît pas le sens de ce mot, on peut confondre. J'ai rien d'autre à dire. Alors, Philippe Gomès, qui vient de publier un petit livret, il veut un non entouré, c'est-à-dire préparé avant et après, et il souhaite un nouvel accord après les provinciales de 2019. Est-ce que ça vous étonne de la part du leader de Calédonie Ensemble, ou est-ce que ça vous réjouit ? Ça me navre. Ça me navre parce que on connaît tous les petites ficelles du jeu politicien. On sait tous qu'après le référendum, il y aura les élections provinciales, puis il y aura ceci, puis il y aura cela. Je trouve qu'avec des discours, des changements de cap comme ça, des comportements de girouette et tout ça juste pour sauvegarder une place, un siège, je trouve que Philippe Gomès fait preuve d'irresponsabilité. Et ça me navre et ça m'étonne quand même de la part de quelqu'un qui, me semble-t-il, est plutôt intelligent. Et moi, j'ai envie de croire qu'il soit engagé pour la Nouvelle-Calédonie. Mais vraiment, ça me pose question, cette attitude. C'est pas responsable, encore une fois. Les Calédoniens n'ont pas besoin d'être trimballés d'un bord et de l'autre. Nous, on peut nous reprocher ce qu'on veut au Rassemblement. Mais depuis le début, on dit qu'on est pour une Calédonie dans la France, dans la paix et tous ensemble. Et Dieu sait qu'à l'époque où le Rassemblement était le tout-puissant RPCR, il n'a pas hésité à s'engager dans une démarche de consensus avec les indépendantistes. Il n'a pas hésité à sacrifier la loi de la majorité au nom du respect de la minorité pour la recherche de la paix. Et donc nous, on est toujours dans cette logique. Alors peut-être qu'on a l'air comme ça d'être un petit peu, aux yeux de certains, un petit peu radicaux. Eh bien non, on a juste, encore une fois, des convictions. Et vraiment, l'irresponsabilité de Philippe Gomès m'inquiète, me gêne. Alors, votre parti, le Rassemblement, organise des conventions à partir de demain. La première, c'est demain sur le thème de la santé. Ça veut dire que vous préparez déjà les provinciales, ou vous préparez déjà un projet de société pour l'après-référendum ? Alors, tout le monde le sait, la vie ne va pas s'arrêter le 4 novembre. Hein. Donc, il y aura la suite. Après, préparer les provinciales, oui et non. Parce que le travail... La responsabilité, là encore, d'un parti politique, c'est de proposer un projet de société clair à la population. Et je crois que c'est important, surtout à un moment où, du côté loyaliste, on est tous divisés, éparpillés et tout ça. Enfin, c'est difficile d'y retrouver ses petits quand même, hein, en ce moment, d'un parti à l'autre. On a l'air de tous défendre la même chose. Enfin, bon, c'est un peu compliqué quand on n'est pas dedans. Déjà, quand on est dedans, c'est compliqué. Et donc, je crois que dans un moment comme celui-là, il est important que nous, Rassemblement, nous réaffirmions notre identité, le sens de notre projet de société, le sens de notre engagement au service des Calédoniens. Et donc, évidemment, on sait bien qu'il y aura au mois de mai prochain les élections. Je ne vais pas vous dire « Ah mon Dieu, des élections, j'ignore ». Bien sûr qu'on le sait. Mais ça aussi, ça fait partie de notre responsabilité de l'assumer. Mais on n'est pas encore en campagne pour les provinciales. C'est pas le sujet. C'est vraiment pas le sujet. Là, le sujet, c'est d'abord aller jusqu'au référendum et obtenir un non massif. Mais c'est aussi
prendre en compte le fait que la vie quotidienne des Calédoniens est impactée par ce référendum-là. Aujourd'hui, l'économie, elle est en panne, on a du mal. Moi, je reçois régulièrement les promoteurs, les constructeurs, les gens du bâtiment et des travaux publics dans mon bureau qui sont catastrophés. Puisque vous êtes aussi en charge du logement. Oui, c'est vrai, oui. Enfin, j'ai oublié de préciser que c'était dans ce cadre-là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, nous, on a ce travail à faire. Et donc, par exemple, avec nos conventions, ça va nous permettre de rester en contact avec tout ce monde la société civile et de leur dire, regardez, on vous oublie pas, puis alors voilà ce que nous on propose. Voilà comment on voit la société calédonienne. On va pas redire dans la France, etc. Tout le monde le sait qu'on est dans la France. Hein. On n'imagine pas un avenir pour la Calédonie hors de la France. Deux petites questions encore avant de conclure, Cynthia Léjard. On a envie de vous demander des nouvelles du gouvernement collégial. Quelle est l'ambiance? Est-ce que c'est impacté par cette proximité du référendum ou est-ce que finalement les choses se passent bien? Alors, par la proximité du référendum, pas trop impacté. Tout le monde, les positions sont claires. Hein. Là aussi, les positions de chacun sont connues et claires. En revanche, on est un peu plus impacté par l'explosion de la plateforme. Donc, je dirais que nous essayons les uns et les autres de faire de notre mieux pour que on conserve une relative stabilité dans le fonctionnement de l'institution. C'est un exercice compliqué. Voilà. Mais je dois reconnaître que nous faisons chacun de notre mieux. Mais vraiment, je sais que ça nous demande à tous beaucoup d'efforts. Et enfin, dernier point, l'un des rendez-vous politiques annuels va arriver dans quelques temps. C'est l'élection du président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. C'est prévu pour la fin du mois de juillet, donc dans une quinzaine de jours maintenant, un peu moins. Comment est-ce que vous voyez les choses? Vous n'êtes pas élu du Congrès, mais en tant que membre du gouvernement, vous assistez à leurs séances régulièrement. Oui. Et puis, je suis d'abord une élue du Congrès avant d'être membre du gouvernement. Donc, je me sens de toute façon concernée. Comment je vois les choses? Moi, c'est surtout une question, en fait. Vous l'avez dit, on est maintenant à moins de 4 mois du référendum. On est à 9 mois, grosso modo, de la fin du mandat. Je me demande pourquoi, en une période où on a vraiment des véritables enjeux, des enjeux sérieux, des combats à mener tous ensemble, pour le coup. Je me demande pourquoi on va encore se compliquer la vie en voulant changer de président du Congrès, alors que celui qu'on a actuellement fait plutôt un consensus autour de lui, et tout le monde s'accorde à dire qu'il fait plutôt bien son travail. Il me semble qu'on pourrait se passer d'un problème supplémentaire. Donc, moi, je dirais que la sagesse voudrait qu'on reconduise Thierry Santa, et il finit le mandat, voilà, hein, et puis en attendant, on peut se concentrer sur le référendum et sur la suite. Le référendum qui reste la priorité donc dans les mois, dans les semaines qui viennent. Oui, et puis en espérant que justement ce sera un référendum et pas 3, qu'on puisse enfin ensuite aller travailler sur la prochaine organisation institutionnelle de la Calédonie, parce que c'est ça qu'on attend, nous les Calédoniens. Cynthia Léjard, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir accepté cette invitation dans le magazine Transparence, un magazine qui sera rediffusé dimanche soir, juste après votre édition de 17h45. Dans un instant, vous pourrez le retrouver en podcast sur notre site internet. Excellent après-midi à tous. Votre prochain rendez-vous d'information, c'est 13h.